Bonjour à toutes et à tous, je suis super heureuse aujourd'hui d'accueillir Christine que j'ai en interview et qui va nous parler un peu de son parcours, du CAP esthétique et toutes ces choses-là. Donc j'ai le plaisir de vous présenter à tous Christine. Bonjour à tous, bonjour Delphine, merci de m'accueillir. Eh ben ça avec grand plaisir. Donc Christine, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu? Alors, je viens d'avoir 50 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, 24 et 18, et j'ai fait tout mon parcours professionnel dans l'administratif jusqu'à présent, notamment au cadre de la fonction publique. Et suite à plusieurs accidents de la vie, j'ai été obligée d'arrêter de travailler et d'être aidante familiale de ma fille. Et suite à ça, ça m'a obligée à me poser d'autres questions, me remettre en question. Et l'esthétique m'a toujours intéressée, toujours passionnée, et notamment la socio-esthétique, hein. Donc, du fait de mon expérience personnelle, la socio-esthétique prenait tout son sens. Et pour pouvoir suivre une formation en socio-esthétique, il faut être titulaire du CAP d'esthétique. Donc ça c'est ton projet, devenir socio-esthéticienne dans un avenir proche. C'est ça. Et pourquoi tu as pris la décision de faire ce CAP esthétique en candidat libre spécifiquement? Tout simplement parce que mon organisation familiale et personnelle ne me permet pas de suivre des cours en présentiel de façon classique, 35 heures par semaine ou même moins, mais voilà, j'ai besoin de pouvoir organiser mon emploi du temps selon les besoins de ma fille. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment s'est passé ton examen du CAP? L'examen en lui-même, les épreuves. Voilà, ouais, les épreuves. Alors, les épreuves, autant dire que quand on passe de l'administratif à du CAP, à un CAP esthétique, c'est la grande inconnue, c'est vraiment le saut dans le vide. Les épreuves, au début, c'était totalement flou pour moi, mais au final, elles se sont très bien déroulées. Et je les ai abordées sereinement, même si je suis stressée de nature, mais sereinement quand même. Et surtout parce qu'on a été très, très, très bien préparés. Euh, les épreuves, le déroulé des épreuves nous a été hyper bien présenté et représenté et représenté parce que on, sur le groupe, moi j'étais sur le groupe live, mais sur le groupe, on était plusieurs à poser plusieurs fois les mêmes questions, euh, sûrement. Et aussi bien toi que Gaël nous ont rabâché les mêmes réponses. Mais au final, on a été justement très, très bien préparés pour ça. Et on savait exactement comment allaient se dérouler les trois épreuves, puisque moi, je passais que les épreuves pro et vente. Mais au moins, on savait vraiment dans quel ordre ça allait se passer, de quelle façon. Donc, c'était vraiment très, très rassurant, même si on n'est pas à l'abri de petits aléas, évidemment. Et puis qu'après, une fois qu'on est à l'examen, on est seul, donc c'est à nous de jouer. Mais au moins, on est très, très bien préparé en amont. Tu parles des aléas, tu veux dire tu as une petite anecdote sur les examens? Ah oui, si, mon modèle qui s'est endormi pendant l'épreuve théorique l'après-midi et qui a ronflé. Voilà, quand même. Comme quoi, c'était quand même un bon climat et c'était quand même assez détendu. Elle s'est endormie, elle a ronflé, mais à sa décharge, elle n'était pas la seule, hein. Les autres modèles aussi, elles étaient au moins trois dans la salle à ronfler. Ah, ça c'est pas mal. Donc j'imagine un peu la réaction du jury. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le jury, comment ça s'est passé sur les différentes épreuves, et notamment celle où elle s'est endormie? Alors, celle où elle s'est endormie, ça a fait sourire un peu tout le monde, donc ça a détendu l'atmosphère. Donc ça, c'était très bien. Euh, le jury, donc ça, c'était l'épreuve de l'après-midi, donc le P1. Le jury était très observateur, très regardant. Il s'est déplacé plusieurs fois. Il a regardé les poubelles. Le modèle est détaillé de la tête aux pieds. Tout est vraiment bien, bien vérifié et très strict. Mhm.
Sur le P2, le matin, c'était un peu plus détendu, mais c'est pareil, le modèle est vraiment détaillé de la tête aux pieds, notamment sur la présence des poils, puisqu'il y a la partie épilation. Et moi, mon souci, c'est que mon modèle n'avait pas de poils sur les cuisses et que je suis tombée sur les cuisses. D'accord. Mais sinon, non, non, très bien, parfait, quoi. Et en vente, même chose. Sur l'épreuve de vente, c'était vraiment très intéressant. C'était un échange très fluide, en fait. Très, ouais, vraiment facile, enfin, facile au niveau accès. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta ou tes plus grandes difficultés tout au long de ton apprentissage? Alors, la pratique est surtout trouver des personnes volontaires pour qu'on puisse s'entraîner. Et ça, j'avoue que je m'attendais pas à avoir autant de difficultés à trouver des personnes intéressées et à trouver après un modèle qui réponde à tous les critères et qui en plus soit volontaire, soit disponible et puisse s'engager sur le long terme et qui nous plante pas 3 jours de l'examen. Comment tu t'es organisée du coup pour trouver tous ces modèles et la modèle du jour de l'examen? Alors, j'avais passé une petite annonce sur Facebook. Et puis, en fait, c'est ma coiffeuse. Je lui en avais parlé en fin mars et j'avais pas de modèle, j'avais très peu d'entraînement. J'ai vraiment commencé à pratiquer en fin février, début mars. Et ma coiffeuse m'a dit, bah, attendez, je vais demander à mes copines. Et j'ai 2 de ces copines qui ont répondu, enfin 3 qui ont répondu OK. Il y en a 2 qui sont venues régulièrement et dont une jusqu'au bout et qui m'a accompagnée au CAP. C'est comme ça que j'ai pu trouver quelqu'un parce que sinon la contrainte, bah, c'est qu'on ne passe pas notre CAP. Ah bah oui, non, sans modèle, c'est impossible. C'est impossible et c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver un modèle. Si tu avais des conseils à donner à ceux qui veulent passer leur CAP esthétique. Alors, la motivation n'est pas suffisante. Il faut vraiment être organisé, se remettre en question régulièrement. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement, d'efforts au quotidien. Après, à côté de ça, il faut aussi prendre du recul sur ce que l'on fait et vraiment s'aménager un vrai plan de travail. Parce que c'est pas parce que le problème de la formation à domicile, en fait, en distanciel, c'est qu'on est chez soi et donc on peut être facilement amené à faire autre chose, à se disperser. Et c'est vrai que ça, c'est important d'avoir des plages, en fait, des heures ou des créneaux uniquement pour soi. Et là, je vois derrière toi, donc tu disais qu'il est important aussi de s'installer un temps, mais je vois que tu as aussi installé un espace. Oui, c'était justement pour pouvoir m'entraîner. Voilà, ma petite salle pour pouvoir m'entraîner. Je voulais vraiment avoir les meilleures conditions possibles. Donc, et être vraiment dans mon univers et pouvoir vraiment bien me concentrer. Donc là, au moins, je suis isolée, mais dans un environnement calme, zen et très agréable. C'est aussi important justement quand on s'entraîne sur les modèles, sur oui, les modèles, faut que ce soit dans un environnement propice. Sinon, ça ne va pas les inciter à revenir. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est le fait d'avoir un espace, c'est plus simple aussi pour toi au niveau organisation, puisque tout est déjà sorti, tout est déjà en place. Donc tu n'as plus qu'à recevoir la personne et hop, c'est parti pour le soin. Exactement, c'est tout à fait ça. Dans ton projet de socio-esthétique, où tu en es, quelle est ta prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est la formation socio-esthétique en elle-même. Donc là, j'ai trouvé mon organisme la semaine dernière, c'est tout récent. Et je commencerai en septembre, mais toujours en distanciel. Nous, on propose une formation, mais on propose aussi des cours à distance. Donc toi, tu as suivi uniquement les cours à distance. C'est ça, les cours en live tous les jours avec Gaëlle. Pourquoi tu as choisi Sekai Esthétique? Pour le côté abordable, alors pas seulement au niveau tarif, ça j'y viendrai après, mais le côté familial, le côté proximité, la bienveillance, l'entraide, l'expertise, donc aussi bien la tienne que celle de Gaëlle, Gaëlle est une mine d'informations. Elle a toujours été
hyper disponible, elle répond à toutes les questions, tous les jours, même le samedi et le dimanche, même pendant les vacances. Et pourtant, pourtant on a dû lui en poser des questions vraiment stupides, ou lui poser 4 fois la même question et elle répond toujours. Et, et en plus, elle est hyper motivante et hyper rassurante, et ça, c'est vraiment important. Et en plus, sur le groupe WhatsApp, là, en live, j'ai pu rencontrer des collègues, des élèves aussi comme moi. Et on a eu vraiment un très, très bon groupe. Et d'ailleurs, maintenant, on s'appelle la Sekai Family. Et selon toi, quels sont les points forts vraiment de Sekai? Le cours en live et la disponibilité. Et selon toi, qu'est-ce qui nous différencie des autres types d'organismes? Mais vous, déjà, on sait, mais on sait à qui on s'adresse. On ne s'adresse pas à un organisme. Là, on s'adresse à toi. Quand je t'avais eu au téléphone, c'est toi que j'ai eu le premier contact. C'est pas quelqu'un, c'est pas un conseiller pédagogique, c'est pas une administrative, c'est toi. Donc déjà rien que ça, on sait à qui on s'adresse. Et finalement, même si on est en distanciel, c'est comme si on était dans une école. Parce qu'il y a cette relation de proximité qui est là et qui est extrêmement importante. Ok, merci. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésiteraient à se lancer avec nous, que ce soit dans la formation ou dans les cours en live? Il ne faut pas qu'ils hésitent. Faut qu'ils foncent. Il n'y a aucune raison d'hésiter avec Sekai parce que justement, sincèrement, moi, j'aurais pas eu Sekai, j'avais pas mon CAP, c'est clair. Parce que justement, l'an dernier, je m'étais inscrite dans un autre organisme et au final, je sais que je n'aurais pas eu mon CAP avec l'autre organisme. Donc non, il n'y a aucune hésitation à avoir. Alors, sur le contenu de la formation, sur les apports théoriques, sur les apports humains, sur la disponibilité, sur les conseils, sur l'expertise, donc aussi bien la tienne que celle de Gaëlle, sur tout ce que vous proposez en plus de nouveau, comme récemment les ateliers. Tout ça, c'est des choses dont on a besoin. Et en plus, à un prix souvent nettement inférieur aux autres organismes. Donc, aucune hésitation à avoir. Voilà. Je te promets, j'ai rien touché, j'ai pas été financée pour dire ça, mais voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait finir avec le mot de la fin sur cette interview? Le mot de la fin, c'est dommage que ça s'arrête. Voilà, c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre formation de proposer par Sekai. Et j'aurais continué. Donc, au moins, quand on sait qu'on a un organisme qui est sérieux et compétent, faut pas hésiter. Il faut continuer. Eh ben, j'en prends bonne note pour la suite. Si tu n'avais pas compris le message subliminal. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment pour tout cet échange qu'on vient d'avoir, tous les conseils que tu as donnés, ton partage. Je pense que c'est vraiment important pour les autres de voir ceux qui évoluent, ceux qui ont des projets, qui réussissent et qui continuent d'avancer pour les motiver. Donc merci vraiment beaucoup pour ce partage que tu nous as fait. Je te souhaite une belle continuation et peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle formation. J'espère. Merci Delphine, en tout cas. Merci à toi, merci à Gaëlle, à Ranja, à toute l'équipe Sekai pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long de cette année. Et continuez comme ça. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ok. Et qu'est-ce qui... pardon. Tu recommences ça. Ouais, Voilà. ça sera bêtisier.